Je suis tellement désolée pour le bruit des travaux. Enfin, il y a des travaux en fait dans la rue, ils refont toute ma rue. Donc voilà, je fais ce que je peux. Hein, je ménage. Quand j'ai du temps pour faire des vidéos, je les fais malgré les bruits et ce qui peut être incommodant. Voilà, désolée. Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon bilan lecture de l'été, enfin même un peu du printemps. J'ai eu durant toute cette période où j'ai été absente quand même quelques belles lectures, vraiment des lectures qui m'ont énormément marquée. J'ai lu pas mal de classiques. Je me suis un petit peu remise au graphique aussi. J'ai aussi fait une magnifique lecture dans le genre imaginaire qui m'a profondément marquée. Mais en fait, je vous fais un petit pot pourri de mes lectures entre guillemets parce que si je vous présente tout ce que j'ai lu depuis le printemps, cette vidéo sera beaucoup trop longue et en plus il y a certains livres dont je ne me souviens plus exactement, donc je vais passer quand même sur certains ouvrages, mais on va dire que je vous présente la crème de la crème et comme ça on repartira sur des basses saines pour vous présenter mes prochaines lectures à venir quoi. Le premier livre dont je dois vous parler, c'est La Sève et le Givre, écrit par Léa Silol. C'est un livre qui a eu le prix Merlin en 2003. Le prix Merlin pour les littératures de l'imaginaire, c'est plus ou moins l'équivalent du prix Goncourt. Et ce livre est arrivé au début du déconfinement, donc c'est-à-dire une période qui n'était vraiment pas du tout facile pour moi. Et en fait, en lisant ce livre, je pleurais, mais je pleurais pas parce que c'était triste, je pleurais tellement c'était beau, tellement c'était bien écrit, tellement c'était... tellement ça parlait à quelque chose de très très profond. C'est l'histoire d'amour, mais c'est réducteur de dire histoire d'amour entre Angarade et le roi Finstern. C'est plus qu'une histoire d'amour, c'est une histoire d'âme en fait. C'est une histoire d'âmes liées qui sont écrites en fait pour être ensemble, qui sont créées de manière à être ensemble et qui sont au milieu du tumulte de la cour des fées. Et moi ce que j'aime beaucoup dans les récits autour du petit peuple, c'est quand on ne prend pas les fées pour des petites fées clochettes toutes douces et qu'au contraire on les montre cruelles telles qu'elles sont en fait, puisqu'elles ne sont pas humaines, on les montre malicieuses, parfois perverses. On a les parcs qui sont là aussi, on a énormément de très beaux moments, très sensuels, très voluptueux, écrits mais avec énormément de poésie et de délicatesse, comme s'il y avait un voile en fait posé sur ces scènes-là, et c'est beau, mais c'est d'une profondeur, mais ça m'émeut rien que d'y repenser, ça m'émeut énormément. J'ai souligné tellement de paragraphes. J'ai souligné tellement de paragraphes dans ce livre, dans ce roman. Que vous dire de cette histoire à part que ça ressemble à une partie d'échecs où le destin de toute façon doit s'accomplir, qu'importe ce qu'on puisse faire. Ça a tout des grandes tragédies antiques aussi, enfin c'est un magnifique roman, c'est un très très beau récit et je pense que même si on n'aime pas les genres de l'imaginaire, ici c'est pas dérangeant parce que ça nous place en fait plutôt à une autre époque, à un autre endroit, mais les sentiments sont tellement forts et tellement humains pour des créatures qui ne le sont pas et du coup qui sont chamboulées, bousculées par ces sentiments-là. J'ai très envie mais aussi très peur de lire la suite de ce livre, mais on m'a quand même dit beaucoup de bien des autres écrits de Léa Silol, donc c'est une autrice à suivre en tout cas. Toi et moi, dit-elle, c'est ainsi. Avons-nous besoin de comprendre ? Je cesse de me défendre en ce point précis de cette effroyable course. Te dire non un instant de plus serait dénué de sens. Je ne suis pas mortelle et pas tenue par la loi des hommes. Shimrod m'a quittée et m'y met un chagrin éternel alors que seule m'habite l'amertume. Pourquoi ? Je suis ce que je suis et c'est toi que je veux. Ne viendras-tu pas me rejoindre sur cette frontière bien-aimée pour me donner le baiser dont nous avons parlé jadis ? Ne viendras-tu pas, Seigneur, entre ces draps de neige une première fois, et d'autres ensuite, s'il te faut, promesse de ceci pour être à moi. C'est vrai, il faut être une âme un peu exaltée, une âme un peu romantique, aimer un peu tous les amours impossibles, les histoires d'âmes sœurs, tout ça, c'est vrai. Voilà, mais quand vous aimez, ça marche, en tout cas. Et ça a aussi un aspect extrêmement gothique dans l'écriture, enfin vraiment, c'est magnifique. La plume de Léa Silol, c'est ma plus belle découverte, je crois, de cette année 2020. Suite aux recommandations de l'une d'entre vous, j'ai également lu Les Inconsolés de Mintra Nui, qui est publié chez Actes Sud cette année. C'est un roman qui raconte à nouveau une histoire d'amour impossible entre une jeune femme qui s'appelle Lise, voilà, j'avais oublié, entre Lise et Louis. Alors, en fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans ce livre. Il y avait des moments d'exaltation des sentiments, comme j'aime bien, hein, ou comme vous avez pu le remarquer avec le livre précédent. Mais le problème de ce livre pour moi, de ce roman, c'est que c'est très contemporain. Et on a des descriptions en fait de la vie quotidienne entre une jeune femme qui n'est pas d'une très bonne famille, issue de l'immigration asiatique, et un jeune homme qui lui pour le coup est très bobo parisien, extrêmement riche, qui habite dans le 16e, de leur histoire donc impossible parce que leurs milieux sociaux, leurs origines, tout ça, mais de leurs sentiments qui sont extrêmement forts parce que justement il y a ce côté où de toute façon ça ne peut pas marcher. Il y avait un côté beaucoup trop concret et beaucoup trop quotidien pour moi dans Les Inconsolés pour que ce soit un vrai coup de cœur. En plus la fin...
c'est retombé comme un soufflet pour moi. La petite patte thriller, ça marche pas sur moi, j'avoue. Après, il y a des très beaux passages que j'ai beaucoup aimés, des moments extrêmement touchants, des moments beaux et des moments forts aussi entre ces deux âmes, entre ces deux êtres, mais ça l'a pas fait avec moi et c'est pas un coup de cœur et j'en garde pas au bout de quelques mois, là, au bout de 5 mois, 6 mois presque plus tard. C'est pas une lecture qui m'a marquée, quoi. Oh, il y a un bruit d'enfer, quoi. Une part de moi voulait continuer, à croire en Cendrillon, Podane et les autres. Peut-être moi, à présent, en un prince qui surgirait de nulle part pour me choisir moi, au lieu de ma sœur, qu'en une marraine capable de métamorphoser les haillons en robe de bal et les sabots en pantoufles de verre. C'est-à-dire en la possibilité de devenir quelqu'un d'autre, de prendre une nouvelle identité aux yeux du monde extérieur. Et aux yeux du monde extérieur uniquement, d'ailleurs, puisque Cendrillon ou Podane ne changent pas en tant que tels. Ce ne sont que leur parure ou leurs oripeaux qui leur valent un traitement différent. Leur être n'étant rien modifié, seul l'est le regard qu'on pose sur elles. Oui, j'aimais ces histoires parce qu'elles me permettaient de me raconter qu'on finirait par s'apercevoir que ma physionomie ordinaire dissimulait un être extraordinaire. Ça y est, les travaux sont partis un peu plus loin, donc normalement il n'y aura plus ce bruit de fond, hein. Cet été, j'ai aussi lu Aurélien d'Aragon. Alors, Aurélien et moi, on s'est cherché, hein. Pendant 2 ans, on s'est un petit peu cherché. Il m'a fait de l'œil, je l'ai pas acheté. Quand j'ai voulu l'acheter, je le trouvais pas. Finalement, je l'ai trouvé, mais tout le monde était en train de le lire et de le découvrir. J'avais plus l'exclusivité, ça m'a dérangé. Donc finalement, j'ai dit, ben tu sais quoi, t'attendras. Et Aurélien a donc attendu. Il a attendu jusqu'au début du déconfinement, lui aussi. Et j'avais lu les 10 premiers chapitres et vraiment, j'avais pas accroché plus que ça. Voilà, j'étais très très loin d'Aurélien parce que c'était pas le bon moment en fait pour le lire, clairement. Mais par contre, cet été, quand j'ai terminé Aurélien, j'étais pas dans un état très très bien psychologiquement, hein. Enfin, j'étais ruinée. Et il y a des livres comme ça, moi je suis persuadée, enfin voilà, moi je crois en ces choses-là. Il y a des livres parfois qui arrivent dans nos vies, surtout lorsqu'il s'agit de classiques, je crois. Je pense qu'on les lit pas par hasard à certains moments de nos vies. Qui nous apportent quelque chose, qui nous apportent un nouvel éclairage sur notre vie ou sur une situation qu'on est en train de vivre ou qu'on a vécue. Et Aurélien, pour moi, c'était ça. C'est-à-dire que j'ai compris aussi pourquoi, lorsque je l'ai lu en mai, il n'entrait pas en écho avec moi. Pourquoi, par contre, lorsque je l'ai lu fin juillet, début août, pourquoi là, d'un coup, il est venu me dire, en fait, si, je parle de toi, point. Et je pressentais pas que ce serait à ce point. Que je me sentirais à ce point proche du personnage de Bérénice, que je serais à ce point retournée à l'intérieur, à quel point j'aurais mes entrailles toutes serrées en terminant ce livre. L'histoire d'Aurélien, c'est aussi l'histoire de Bérénice. C'est un couple, c'est plus qu'un couple, ce sont à nouveau 2 âmes, mais cette fois-ci qui ne peuvent pas se rencontrer. Autant dans La Sèvre et le Givre, on va dire que c'est l'histoire d'un destin et de 2 âmes où il y a des embûches et où la tragédie est fatale, mais ici en fait il n'y a même pas de tragédie, où la tragédie en fait c'est que ça ne peut pas se faire et que ça ne se fait pas. Et qu'au-delà de la passion, du romantisme, de l'exaltation des sentiments, du moi, de l'envie de trouver en l'autre cette part qui nous complète, cette part magnétique, et ben en fait la vie en fait c'est très plat. Voilà, il y a le fait de se fictionnaliser aussi, de s'inventer, de se réinventer toute une histoire, de s'inventer des sentiments, parce que la première phrase de ce livre qui est très connue, c'est la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Et voilà, et ça commence comme ça, et en fait, au fur et à mesure, il y a toute la narration qu'on se fait quand on est une âme un peu exaltée, qui a envie, qui rêve d'autre chose. Aurélien, c'est ce jeune homme qui est à Paris dans les années 20, qui a connu la guerre, qui a connu les tranchées, la Première Guerre mondiale, et Bérénice, qui est une jeune femme qui est mariée, qui débarque à Paris de sa province natale, où elle est femme de pharmacien, qui est handicapée, qui est infirme. Pas elle mais son époux, et qui débarque là dans ce monde de luxe et de paillettes et de champagne et de Paris de l'après-guerre qui est incroyable, et ces 2 âmes se rencontrent et ça n'aboutit jamais en fait. Voilà, on a toutes ces pages, on a donc 700 pages et on a 700 pages de livres pour que ça n'aboutisse pas, et c'est frustrant en tant que lecteur ou lectrice, vous voyez, je m'emporte. D'un côté avec La Sèvre et le Givre, c'est l'exaltation, c'est l'amour incroyable, l'amour impossible, en plus dans un monde féerique, et là par contre dans Aurélien, non, c'est le concret d'une relation qui ne peut pas avoir lieu. Enfin voilà, oui, ces 2 âmes, ces 2 êtres qu'on a envie de mettre ensemble, qui ont envie d'être ensemble, mais en fait, il y a la vie et il y a la vraie vie.
Et c'est très triste, la vraie vie. C'est beaucoup mieux la fiction. Je vous recommande les posts de Sans Fioriture sur Instagram autour d'Aurélien qui me fendent le cœur. On a Adoria qui avait fait tout un podcast de 40 minutes aussi sur sa lecture d'Aurélien. On a Antastasia qui en a parlé moult et moult fois aussi sur sa chaîne. Enfin vraiment, je ne sais pas s'il vous fallait mon avis, mon aval en plus pour dire ok, il faut que je lise Aurélien dans ma vie. Et ben vous l'avez. Voilà, procurez-le vous, lisez-le. Et repensez à votre vie. Voilà. C'est un jeu entre les employés de la ville et moi, hein, pour pouvoir vous tourner cette vidéo. Donc l'extrait que j'ai choisi dans Aurélien, de vous le dire, c'est un extrait qui est très connu. C'est pas très original de choisir celui-là. C'est l'extrait qui parle de l'absolu, un mal dont je crois nous sommes beaucoup à être atteintes. Si divers que soient les déguisements du mal, il peut se dépister à un symptôme commun à toutes les formes, fût-ce aux plus alternantes. Ce symptôme est une incapacité totale pour le sujet d'être heureux. Celui qui a le goût de l'absolu peut le savoir ou l'ignorer, être porté par lui à la tête des peuples, au front des armées, ou en être paralysé dans la vie ordinaire, et réduit à un négativisme de quartier. Celui qui a le goût de l'absolu peut être un innocent, un fou, un ambitieux ou un pédant, mais il ne peut pas être heureux. De ce qui ferait son bonheur, il exige toujours davantage. Il détruit par une rage tournée sur elle-même ce qui serait son contentement. Il est dépourvu de la plus légère aptitude au bonheur. J'ajouterai qu'il se complaît dans ce qui le consume, qu'il confond sa disgrâce avec je ne sais quelle idée de la dignité, de la grandeur, de la morale, suivant le tour de son esprit, son éducation, les mœurs de son milieu. Que le goût de l'absolu, en un mot, ne va pas sans le vertige de l'absolu. Qu'il s'accompagne d'une certaine exaltation, à quoi on le reconnaîtra d'abord, et qui, s'exerçant toujours au point vif, au centre de la destruction, risque de faire prendre à des yeux non prévenus le goût de l'absolu pour le goût du malheur. C'est qu'ils coïncident, mais le goût du malheur n'est ici qu'une conséquence. Il n'est que le goût d'un certain malheur, tandis que l'absolu, même dans les petites choses, garde son caractère d'absolu. Voilà. Je saute quelques lignes pour terminer par « D'où lui venait ce goût de l'absolu, je n'en sais rien. Bérénice avait le goût de l'absolu. » Voilà. Après Aurélien, je me suis attaquée à un autre classique qu'on m'avait recommandé, c'est La Vagabonde de Colette. C'était mon tout premier Colette de toute ma vie. C'est l'histoire d'une femme qui est dans le music-hall, qui a divorcé de son époux, qui était un peintre talentueux. Elle écrit, mais ça marche pas trop, mais ses écrits ne marchent pas trop, donc elle est dans le music-hall, c'est un peu dans des vaudevilles, des choses comme ça. C'est au début du XXe siècle. Et c'est très féministe quand même dans l'écriture, c'est les revendications d'une femme qui a divorcé, qui est seule, qui vit seule, qui veut gagner son propre argent, qui va être libérée des hommes et de l'amour de ceux-ci, qui a peur de l'amour à présent, puisque son ex-mari l'a trompée un nombre incalculable de fois et que c'est ce qui a fait qu'elle a décidé de divorcer. Donc là, elle a un peu peur de se remettre donc là, elle a un peu peur de se laisser reprendre par l'amour. Bien entendu, un homme va arriver dans sa vie. En fait, c'est ce qui va être tout le reste de l'intrigue et c'est ce qui m'a un peu déçue à la fin. En fait, c'est qu'on arrive dans une deuxième partie qui est complètement épistolaire entre la protagoniste et l'homme pour qui elle commence à éprouver des sentiments et cet échange de lettres ne m'a absolument pas convaincue. Il y a franchement de belles idées, de belles valeurs, des choses où on sent que Colette était très en avance sur son temps. On sent aussi qu'il y a beaucoup d'éléments autobiographiques de sa vie qu'elle retranscrit dans ce récit, mais j'ai pas accroché plus que ça à La Vagabonde. Il y a quelques paragraphes, quelques moments vraiment d'écriture qui sont extrêmement beaux, extrêmement sensibles quant au rapport notamment à être une femme seule, ayant connu l'amour, par rapport au fait d'écrire, de ne plus réussir à écrire. Tout ça, il y a vraiment des beaux passages, mais ça, voilà, aujourd'hui j'en retiens plus grand chose de ce roman de Colette. Il faudrait que j'en teste un autre, il faudrait que je teste Chérie de Colette, qui a énormément de succès en ce moment, mais on verra. Il faut trop de temps pour écrire. Et puis je ne suis pas Balzac, moi. Le compte fragile que j'édifie s'émiette quand le fournisseur sonne, quand le bottier présente sa facture, quand l'avoué téléphone et l'avocat, quand l'agent théâtral me mande à son bureau pour un cachet en ville chez des gens tout ce qu'il y a de bien, mais qui n'ont pas pour habitude de payer les prix forts. Or, depuis que je vis seule, il a fallu vivre d'abord, divorcer ensuite, et puis continuer à vivre. Tout cela demande une activité, un entêtement incroyable. Et pour arriver où ? N'y a-t-il point pour moi d'autre havre que cette chambre banale en Louis XVI de Camelot, d'autre halte que ce miroir infranchissable où je me bute front contre front ? Demain c'est dimanche, matinée et soirée à l'Empire Clichy. 2 heures déjà. C'est l'heure de dormir pour une femme de lettres qui a mal tourné.
Et enfin, ma grande découverte de cette fin de l'été, ça a été Les Vagues de Virginia Woolf. Ce livre, je vous en parlais dans les 25 livres classiques que j'avais envie de lire dans ma vie. Cet été, j'ai lu de Virginia Woolf, j'ai lu son fameux essai Un lieu à soi, dans la nouvelle traduction, enfin dans celle de Marie Dariussec, que j'ai beaucoup aimé, mais je vous en parle pas dans cette vidéo parce que je vous ferai peut-être un bilan sur les essais un peu plus féministes que j'ai chez moi. Mais là, dans les vagues, en fait, j'ai trouvé pourquoi j'aimais Virginia Woolf. J'avais lu Mrs. Dalloway, j'avais lu Orlando et les deux m'avaient pas convaincue à 100%. Et là par contre avec Les Vagues, mais ça m'a convaincue à 100%. Je pourrais pas vous résumer exactement ce qui se passe, c'est l'histoire de 6 personnages qui sont liés en Angleterre, 3 garçons, 3 filles, dont on a le récit. On a un personnage central au milieu qui est Percival, qui lit tous ces personnages, lui on n'a jamais ce qu'il pense et ce qu'il ressent. À un moment ce personnage s'en va, et on a le récit de ces autres personnages qui sont imbriqués, intimement liés les uns aux autres de leur enfance en fait jusqu'à la fin de leur vie, et c'est magnifique quoi. Enfin, pour moi, ce livre-là pourrait être une magnifique pièce de théâtre on peut très bien se reconnaître en fait dans ces 6 personnages. On a l'écrivain, on a celui qui vient d'ailleurs, on a celle qui est hors du monde, hors de la société, on a la femme qui veut toujours plaire, on a la femme qui est simple mais qui voit celle qui plaît toujours, enfin on a l'homme qui est désespérément amoureux d'un autre personnage, enfin c'est 6 personnages extrêmement touchants et magnifiques que nous peint Virginia Woolf à travers Les Vagues, et c'est dans une écriture incroyable avec des images, mais c'est d'une poésie. Les Vagues, c'est incroyable, c'est l'apothéose, c'est le chef-d'œuvre de Virginia Woolf. J'ai très envie de lire maintenant Promenade vers le phare, je crois que c'est une des traductions qui existent de ce roman-là, enfin, de lire ces romans qui ressemblent plus dans l'écriture aux Vagues, parce que par exemple à Mrs. Dalloway, parce que dans Mrs. Dalloway et Orlando, ça m'a pris au cœur, ça m'a énormément serré, ça m'a beaucoup émue et j'ai adoré ce roman, et je vous enjoins en tout cas, si vous ne connaissez toujours pas Virginia Woolf, à découvrir Virginia Woolf qui a une vie passionnante, mais en plus à découvrir ses œuvres. Et Les Vagues, c'est pas un livre facile, mais il faut se laisser transporter en fait, il faut se laisser porter par ce récit. C'est pas vraiment une histoire, hein, c'est un récit choral, mais c'est plutôt le fond de pensée de plein de personnages, de plein de voix, de plein d'échos de voix qui viennent à nous et nous parlent et nous rappellent des choses de nous aussi, et c'est magnifique. L'horreur m'a pris dans ses crocs, dit Neville. Voici le taxi qui vient. Voici Percival qui s'en va. Que pouvons-nous faire pour le garder? Comment combler la distance entre nous? Comment entretenir le feu pour qu'il flambe à jamais? Comment signaler au temps à venir que nous, qui sommes debout dans la rue sous le réverbère, aimions Percival? À présent, Percival est parti. Pour vous dire, j'ai tellement aimé ce livre que j'ai lu en août que j'en ai racheté une très très belle édition. Et en plus, c'est pas la même traduction que celui-ci, donc je suis assez curieuse de voir si cette traduction-là me touche plus ou moins que celle que j'ai trouvée chez Folio. Une lecture qui m'a plutôt déçue, c'est la nouvelle Dans l'ombre de la mer de Grazia Deledda. Grazia Deledda, c'est une autrice italienne qui a eu le prix Nobel de littérature. C'est bon de le signaler parce qu'il n'y a pas énormément de femmes qui ont le prix Nobel de littérature, mais Grazia Deledda, cette autrice du XXe siècle, l'a eu. Nous avons un jeune prêtre qui s'appelle Paolo, qui officie dans la paroisse d'un petit village. Il a sa mère à la maison, qui est une vieille femme, et Paolo va tomber amoureux d'une femme. Voilà. Le problème, c'est que forcément, en tant que prêtre, c'est pas bien. Et moi, je m'attendais à quelque chose de déchirant entre l'amour et la religion, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la littérature, c'est quand des personnages qui sont voués à la religion tombent amoureux et sont en proie en fait à la passion terrestre, en fait, à d'un coup quelque chose, comment des âmes qui sont aussi spirituelles et aussi élevées et qui se veulent aussi loin de leur corporalité, comment d'un coup elles flanchent. Qu'est-ce qui les fait se détourner de leur spiritualité pour en venir au corps et à la chair? Et là, j'ai absolument pas du tout retrouvé ça. C'était très loin comme écriture, c'est agréable, mais au niveau du style, il n'y avait pas forcément ce que je recherchais, et au niveau en tout cas de la description des passions et de l'abîme de la passion, j'y étais pas du tout. Et où veux-tu aller? Ici ou ailleurs, c'est la même chose. Écoute plutôt quelqu'un qui s'y entend. Laisse donc ton Paolo suivre son destin maintenant. Laisse-le connaître la femme, sinon il lui arrivera ce qui m'est arrivé. Tant que j'ai été jeune, je n'ai voulu ni femme ni plaisir. Je voulais moi aussi gagner le paradis, et je ne voyais pas que le paradis est sur terre. Quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard. Mon bras n'arrivait plus à cueillir les fruits de l'arbre et mes genoux ne se pliaient plus pour me permettre de me désaltérer à la fontaine. Alors j'ai commencé à boire du vin,
à fumer la pipe et à jouer aux cartes avec les vauriens du village. J'ai également lu ce recueil de nouvelles de Neil Gaiman qui est Miroir et fumée. Neil Gaiman, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses romans qui sont orientés jeunesse comme Coraline, comme L'étrange vie de Nobody Owens, comme Stardust, mais je suis beaucoup plus dubitative sur Neverwhere ou American Gods par exemple. Et ici, pour moi, Miroir et fumée, c'est un peu le problème, c'est très inégal puisque c'est pas un recueil de nouvelles pensées comme tel, c'est en fait... ils ont été piochés des nouvelles écrites par Neil Gaiman au fur et à mesure de sa vie d'écrivain, de sa carrière, et c'est très inégal. Il y a des nouvelles vraiment qui m'ont plu, qui m'ont fait rire, que j'ai beaucoup aimé, comme celle sur le Graal par exemple, celle sur le Père Noël aussi, celle sur le troll, enfin voilà, c'est tout ce que j'aime chez Gaiman, c'est l'humour un peu grinçant, c'est l'imaginaire un peu destroy comme ça aussi, un peu à la John Connolly, et il y en a d'autres où Gaiman écrit avec sa plume plus adulte qui moi me parle pas du tout et me correspond pas. Je peux pas vous lire d'extrait de ce recueil de nouvelles. Je pense que c'est un très bon moyen d'approche que de lire ce recueil de nouvelles pour découvrir l'auteur. Pour mon anniversaire, mon ami John Smith, qui a le podcast Légendarion que je vous liste en barre d'infos, m'a offert Shakespeare à la plage, écrit par Eddie Chevalier, Être ou ne pas être dans un transat. Et c'est un essai en fait sur Shakespeare et sur ses œuvres. J'ai bien aimé ma lecture en tant que grande amoureuse de ce cher Will, mais en fait j'ai trouvé qu'Eddie Chevalier n'avait pas du tout un regard universitaire et objectif sur Shakespeare et sur les choses, et qu'au contraire il était extrêmement subjectif et qu'il imposait son point de vue, et j'ai trouvé ça dommage en fait parce que il y a des choses qu'on ne peut pas savoir en fait sur Shakespeare. Il y a quand même une grosse remise en question sur le fait que ce soit lui qui ait écrit ces pièces ou pas, et Eddie Chevalier part direct d'emblée en disant les personnes qui pensent que ce n'est pas Shakespeare qui a écrit ces pièces, elles ont tort, et il faut tout de suite partir du principe qu'il a écrit toutes ces pièces, tout ça. Enfin, il y a plein de choses à plein d'endroits où j'ai trouvé que c'était un peu moyen, et ça m'a dérangé que ce soit pas un regard plus objectif de la part de cet auteur, que ce soit pas assez universitaire. Enfin, parfois on a des choses qui nous sont balancées comme ça et qui sont pas creusées, qui sont pas fouillées, donc ça m'a un peu dérangée. Après, ce qui était très bien, c'est qu'il y a quand même un résumé de quasiment toutes les grandes pièces de Shakespeare dans ce livre, que ce soit ses comédies, ses tragédies. Donc, au moins, moi, ça m'a permis en tout cas de me dire que j'avais très envie de lire Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, que je n'ai toujours pas lu, mais mais en tout cas je le conseille pas comme porte d'accès à Shakespeare parce qu'il est trop orienté et ça nous fait trop une fausse idée de Shakespeare, je crois. Et là on arrive sur mon coup de cœur de la saison de l'été, qui est Les Vermeils de Camille Jourdi, qui est un roman graphique publié chez Actes Sud, plutôt destiné à la jeunesse, mais que j'ai lu 5 fois depuis. Voilà, je ne relis pas les livres et je relis pas les romans graphiques non plus, mais celui-ci je l'ai lu 5 fois. Vous savez, comme un enfant, quand vous avez un album que vous aimez bien et que vous relisez tout le temps, ou un dessin animé ou un CD que vous écoutez en boucle parce que ça vous fait du bien et vous aimez jusqu'à atteindre l'overdose qui ne vient pas, là c'est un petit peu ce que je ressens avec Les Vermeils de Camille Jourdi. On suit une petite fille. Son père a une nouvelle compagne qui a des enfants, elle s'entend pas très bien avec eux et elle fuit dans la forêt le jour où ils partent en vacances faire du camping, et dans cette forêt va lui arriver une aventure incroyable avec les habitants de l'endroit dans lequel elle tombe, et c'est magnifique, toutes ces couleurs pastel, enfin il y a un détail du dessin, il y a un humour aussi chez certains personnages, mais j'ai ri, j'ai raconté à quelques personnes, enfin j'ai pas pu m'empêcher en fait de raconter ou de faire lire à quelques personnes des pages, mais qui vraiment m'ont fait mourir de rire en tant qu'adulte, qui sont tellement bien trouvées au niveau de l'humour. En fait j'aimerais beaucoup que ce soit adapté en dessin animé par Cartoon Network par exemple, comme La Forêt de l'étrange. On est un peu dans ces thématiques là. Il y a des petits Shetland multicolores aux couleurs de l'arc-en-ciel, il y a un renard qui se déguise en grosse sucrerie, il y a un roi chat qui est méchant, il y a un petit bichon frisé qui a 6 pattes et qui est traumatisé par la danse classique. On a des belles réflexions sur la vie, sur l'amour, sur la famille, sur comment trouver sa place dans la famille, comment grandir. Enfin vraiment c'est un très bel ouvrage que nous livre ici Camille Jourdi, et j'ai adoré découvrir Vermeil. Donc je sais qu'elle a écrit et dessiné d'autres choses, Camille Jourdi, et je suis assez curieuse de voir ce qu'elle fait pour les adultes, parce que là en tout cas en jeunesse, moi elle m'a conquise. C'est tout pour ce bilan lecture, regroupant mes lectures du printemps-été 2020. Si je devais retenir 4 romans de tous ceux que je vous ai
présenté. 4 ouvrages, ce seraient Les Vermeils, Les Vagues de Virginia Woolf, Aurélien et La Sève et le Givre de Léa Silol. N'hésitez pas à vous tourner vers ces ouvrages qui sont pour l'instant mes plus belles lectures de l'année 2020. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.